Lionel Marie, si tu veux démarrer, c'est à toi. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire dédié à l'outil CAP 2050, un outil d'aide à la décision pour définir des trajectoires de décarbonation, des trajectoires de transition énergétique à destination de l'ensemble de la filière du maritime et de la chaîne de valeur. Nous sommes ravis de vous retrouver et il y a parmi les participants vraiment des représentants de toute la chaîne de valeur, des académiques, des scientifiques, des armateurs, des chantiers, équipementiers, énergéticiens, acteurs portuaires, acteurs du BTP, des fédérations, des associations professionnelles, des collectivités, des acteurs de l'État aussi. Donc bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver donc pour ces 2 heures. Le fil du webinaire, très simple, les partenaires du webinaire que nous remercions, Armateurs de France, le pôle mer Bretagne-Atlantique, le pôle mer Méditerranée, l'IRT Systemix, avec un remerciement particulier pour Karine Well, qui a fait aussi toute l'organisation technique avec Frédéric Ravilly. Donc merci à tous les deux. Par la suite, donc, nous introduirons sur ce qu'est un outil de modélisation, et qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que d'autres filières ont pu développer, qu'est-ce que d'autres États, d'autres pays maritimes ont pu développer, avant d'écouter le témoignage à la fois de l'État, Caroline Neumann, de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, qui nous apportera son témoignage puisqu'elle pilote les travaux de la feuille de route de décarbonation du maritime. Et puis le témoignage de Laurent Hamou pour LNG, une entreprise du groupe Engie qui a contribué à cet outil de modélisation et qui participe beaucoup à cette compilation, consolidation de données avec les enjeux côté énergéticien d'avoir des données consolidées pour le maritime. Et puis nous reviendrons là un peu plus précisément sur le projet CAP 2050, puisque au-delà du premier outil développé, il y a l'enjeu vraiment d'aller plus loin, de consolider une première version. Cette version qui va être consolidée grâce à un projet porté en partenariat avec l'IRT Systemix, que nous sommes également ravis d'accueillir pour Abdelkrim Doufen, le directeur stratégie et programme. Pour ce webinaire, donc, nous vous demandons de bien vouloir bien couper vos micros, vos caméras, de ne toucher aucun des boutons un peu sensibles parfois sur cet outil. Et vous pouvez, et n'hésitez pas même, à poser vos questions dans le chat. Nous regarderons et nous pourrons donc y répondre soit au fur et à mesure quand il y a les interventions des uns et des autres, soit directement dans la session des questions-réponses avec l'auditoire. Sans plus attendre, je vous propose donc que Jean-Philippe Casanova, le délégué général d'Armateurs de France, introduise le webinaire et explique en quoi cet outil est important du point de vue des armateurs, du point de vue d'Armateurs de France. Merci Jean-Philippe d'être parmi nous, merci de ton soutien et la parole est à toi. Merci Emmanuel, Marie, merci. Bonjour à tous. Bon, à mon tour, je vais remercier les organisateurs de ce webinaire, effectivement, sur cet outil nécessaire et ce sujet d'importance. Je vais tâcher d'être bref. Vous le savez, l'importance actuellement pour les armateurs, il va falloir faire des choix pour les années à venir. La construction d'un navire, les investissements sont tels que ces investissements sont très lourds et ils vont dicter les choix des armateurs sur les années futures. Les contraintes et les objectifs réglementaires qui sont fixés actuellement, que ce soit au niveau de l'organisation maritime internationale ou au niveau de l'Union européenne, sont très lourds. C'est des enjeux qui sont très lourds, que l'on va avoir à adresser. Je pense notamment il y a une urgence réglementaire qui est là, qui est tout de suite. C'est l'entrée en vigueur des objectifs de l'OMI, que ce soit pour le C2I, sur en ce qui concerne les intensités carbone des navires, les coefficients d'intensité carbone des navires, ou le IXI sur les navires existants. Donc ça, c'est entré en vigueur au 1er janvier avec des contraintes donc, qui nous arrivent. Donc de fait, nos adhérents, les armateurs, ont besoin de savoir ce qu'il est possible de faire. Et pour savoir ce qu'il est possible de faire, eh bien, il faut avoir des données. Il faut que ces données soient fiables. Il faut savoir des données sur les énergies,
que l'on va pouvoir utiliser, les énergies décarbonées que l'on pourra utiliser, et sur les technologies qui pourront être mises en œuvre. Donc il y a un énorme besoin de R&D pour aider à la conception et à la construction de nos futurs navires ou au rétrofit de nos navires existants. Pour cela, on a besoin de définir des stratégies. On a besoin de définir des stratégies qu'elles soient nationales, qu'elles soient internationales. Et en fait, il faut pour ça disposer d'un outil d'aide qui soit fiable. On l'a vu notamment, Caroline y reviendra tout à l'heure, mais dans la rédaction, la construction de la feuille de route décarbonation, un travail assez long et qui n'est pas encore fini d'ailleurs, on a eu besoin de ces outils pour pouvoir avancer sur les technos futurs et sur les orientations qui seront prises dans le futur. Donc pour ça, il est nécessaire de développer un outil qui associe à un moment donné l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Parce que il y a d'un côté de la chaîne, vous avez les armateurs évidemment qui vont fixer leur cahier des charges et la conception de leur navire en fonction des besoins de leurs clients, bien sûr. Mais pour arriver à ça, il faudra associer les concepteurs, les constructeurs, les énergéticiens, l'État, évidemment, au niveau de la réglementation. Donc, les acteurs autour de la chaîne de valeur sont innombrables. Et pour ça, on a donc besoin d'un outil et on estime dans ce sens que CAP 2050 ou CAP 2050 y répond. Et c'est pour ça que dans la dynamique de Meet 2050, Armateurs de France soutient la démarche qui est employée. C'est pour ça qu'on est associé également à Meet 2050. Voilà, je ne serai pas plus long et je pense que le plus intéressant reste à venir. Merci Emmanuel Marie et merci à tous. Merci à toi, Jean-Philippe. Et maintenant, nous passons la parole à Christophe Avellan, directeur du pôle mer Méditerranée. Merci Emmanuel Marie et merci Jean-Philippe pour ces mots d'accueil. Je vais être aussi assez bref et nous serons deux. Il y aura aussi Frédéric Ravelli du pôle mer Bretagne Atlantique qui prendra la suite. Pour vous dire que évidemment la décarbonation est un enjeu fort qui est dans le fondement des feuilles stratégiques des deux pôles mer depuis de nombreuses années. Je ne vais pas rappeler non plus les objectifs que vient d'évoquer Jean-Philippe et l'urgence à traiter ces sujets maintenant avec des réalisations concrètes. Et on voit bien que la compétition s'organise partout dans le monde et nous devons rester compétitifs dans des pôles de compétitivité. Ce projet qui nous est présenté, qui est CAP 2050, c'est un consortium, c'est collaboratif et c'est bien dans l'ADN des pôles. Les pôles et ses 1000 membres, et je sais que vous êtes nombreux cet après-midi à nous écouter, donc c'est déjà quelque chose de très satisfaisant. Le collaboratif, ensemble, pour travailler sur un outil et des résultats concrets à amener aux industriels de la filière, ensemble, PME, start-up, les grands groupes, les laboratoires, les armateurs, l'écosystème, aussi les décideurs politiques et les organisations gouvernementales, les agences bien sûr. Et donc bien sûr, au niveau des deux pôles mer, on ne peut que soutenir cette initiative et ce projet, ce consortium, et l'accompagner jusqu'au bout et dans l'espoir, et j'en suis certain, qu'il atteigne son objectif d'obtenir le financement nécessaire et mettre sur le marché, ou en tout cas à disposition des armateurs, l'outil dont ils ont besoin, comme vient d'évoquer Jean-Philippe Casanova. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus, je vais maintenant laisser plus de place à la description du projet. Je passe la parole à mon collègue Frédéric Ravelli. Oui, merci beaucoup Christophe. Écoutez, alors voilà, je suis le dernier à faire ce mot d'introduction plus lié aux partenaires, donc je vais à mon tour également être assez court. Simplement quelques points à rappeler. D'abord le rôle des pôles et l'explication du soutien, de notre soutien des deux pôles mer à cette initiative CAP 2050. Notre métier, notre sujet, c'est d'accompagner les entreprises innovantes dans leurs innovations et idéalement de manière collaborative. Donc là, on est clairement sur notre cœur de métier que de supporter ce type de projet. Et je pense que ce projet CAP 2050 doit aussi avoir un rôle un petit peu d'exemple, de capacité d'embarquement de l'ensemble des acteurs de la filière autour d'un sujet commun. Si on veut réussir cette décarbonation, il est indispensable qu'on travaille tous ensemble
que chacun voilà, comprenne son rôle, mais également sa position dans une dynamique globale. Et des projets structurants comme celui-ci, la mise en place d'un outil qui a pour objectif de pouvoir servir au plus grand nombre est un excellent moyen pour démontrer aux acteurs, y compris à l'État, que la filière sait s'organiser et sait travailler ensemble. Donc je pense que ça doit être également une très bonne démonstration. Et puis, Monsieur Casanova l'a mentionné, effectivement, ce projet CAP 2050 s'inscrit dans le futur institut MID 2050, également soutenu par les pôles de compétitivité, puisqu'on considère collectivement qu'il est indispensable d'avoir une stratégie commune et un programme de recherche qui permettent d'aller beaucoup plus vite que peut-être les méthodes plus classiques aujourd'hui où on avance de manière un petit peu pas à pas, projet par projet et consortium par consortium. L'objectif de pouvoir avoir une dynamique globale, un accord sur un programme national de la décarbonation est un enjeu pour le pays et voilà. Et encore une fois, cette structure MID 2050 qui doit voir le jour dans quelques semaines doit être un petit peu la pierre fondatrice de cette dynamique. Donc voilà, soutien très clair des pôles. Voilà, à mon tour de laisser la parole aux acteurs de ce projet, Erwan et Jean-François, pour rentrer dans le vif du sujet. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Merci Frédéric. Voilà, juste avant, peut-être que Erwan et Jean-François, vous preniez la parole. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Petit rappel, vous avez un fil de discussion dans lequel vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas. Et comme ça, nous pourrons y répondre soit au fil des interventions, soit dans la session d'échange avec l'auditoire qui est prévue après la présentation des différents intervenants. Erwan, Jean-François, vous avez la parole. Merci Emmanuel-Marie. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc on se permet de faire un petit rappel un petit peu des enjeux là, de la décarbonation pour bien comprendre en fait l'intérêt d'un tel outil. Tant qu'on n'a pas bien compris ça, c'est vrai qu'on peut se demander légitimement de l'intérêt de mettre en place de la collaboration ou du partage sur cette thématique de la transition énergétique. Alors les grands éléments là, qui ont été partagés, et notamment c'est un travail qui a été fait comme ça a été mentionné dans la feuille de route de décarbonation avec l'ensemble des acteurs, c'est d'identifier les grands enjeux. Donc, les enjeux environnementaux, je pense que tout le monde les connaît, l'urgence climatique, le fait que 3-4% des émissions de GES au GHG au niveau mondial viennent du maritime et que ces émissions risquent d'augmenter selon les prévisions de l'OMI en lien avec le développement de l'économie mondialisée. Donc, du coup, c'est un enjeu qui est particulièrement important avec notamment un impact du réchauffement climatique sur la montée des eaux. Et la montée des eaux, quand on est dans le domaine maritime, que ce soit un chantier, un terminal près des côtes, il y a un impact qui est majeur, direct aussi sur notre activité. La réglementation qui a été mise en place par l'OMI, suivie par l'Europe, on ne voit plus la présentation, pardon. Donc, est de plus en plus contraignante. Ça a été précisé par Jean-Philippe. On a un petit problème, c'est que les bateaux durent, allez, on va dire en moyenne 25 ans, si c'est pas plus, qu'il y a à peu près 2 à 3 ans entre les études et la construction. Ça veut dire qu'en 2023, plus 25, plus 2 à 3, on est déjà en 2050. Ça veut dire que le problème auquel on fait face, on est déjà presque en retard, voire en retard, sauf à mettre en place des solutions de rétrofit dont on sait qu'elles sont plus compliquées à mettre en œuvre que des solutions de construction neuve. Donc, il y a une urgence qui est portée par cette réglementation de plus en plus contraignante. Les impacts qui sont économiques, on a étudié avec l'ensemble des partenaires dans le cadre de la feuille de route les impacts notamment d'une baisse de vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire de baisser aujourd'hui la vitesse des navires comme seule solution de décarbonation si on n'arrivait pas à trouver des solutions technologiques, si on n'arrivait pas à trouver des solutions énergétiques ou opérationnelles? Tout simplement, baisser la vitesse des bateaux, c'est baisser les flux d'échanges mondiaux. 80 à 85% des importations et exportations européennes viennent par la mer. Si vous baissez la vitesse des bateaux par 2, alors soit vous multipliez par 2 les bateaux, mais vous avez encore besoin de beaucoup d'énergie, soit vous divisez par 2 les flux qui sont aujourd'hui la base de l'économie mondialisée. Donc, ce n'est pas un problème qui concerne uniquement le maritime, c'est un problème qui concerne tout simplement la capacité, la souveraineté d'approvisionnement de la France. Donc, il y a un risque aussi de contribution significative à l'inflation. Le transport maritime est partout dans tous les produits, donc une augmentation des prix implique une augmentation, en fait, une inflation importante.
C'est aussi une opportunité de développement économique des acteurs. Hein, des ruptures comme celle de la transition énergétique vont permettre de développer de nouvelles technologies, des nouveaux marchés. Et donc, si les industriels français se positionnent correctement et rapidement sur ces solutions, ça ouvrira des possibilités de développement économique. D'un point de vue énergétique, le maritime, c'est le transport le plus efficient avec le fluvial et le train, x20 par rapport au routier et x20 par rapport à l'aérien. Des besoins énergétiques qui malheureusement sont quand même colossaux et qui du coup sont liés au volume, au nombre de navires qui sillonnent le monde en permanence. On a aussi une spécificité, c'est que la majorité aujourd'hui du soûtage du fuel lourd est réalisé à l'international. Les ports français sont assez peu soûteurs, ce qui rajoute une problématique de dépendance en fait au soûtage et à l'énergie décarbonée future. La souveraineté d'approvisionnement, donc j'en ai parlé rapidement, et puis ça a été écrit aussi par Jean-Philippe, le coût va être très important. Les études au niveau mondial estiment des coûts entre 2500 et 3000 milliards d'euros. Quand on fait des petits ratios au niveau national, on parle voilà, peut-être de 50 à 100 milliards d'euros. Et donc, par rapport à ça, il est urgent et nécessaire d'optimiser les financements publics et privés pour atteindre les objectifs dans les temps qui nous restent. Voilà, on passe à la slide suivante. Donc, Emmanuel Marie, je ne sais pas si tu peux passer. C'est qu'il doit y avoir un tout petit délai. Oui, merci. Donc, cette transition, bon, elle est extrêmement complexe. Ça a été dit aussi tout à l'heure. Elle ne réussira que sur une capacité à travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, cette chaîne de valeur, elle est constituée du coup par, on ne voit plus l'écran, Anne-Marie, elle est constituée du coup par les armateurs, les ports, les artisans, les chantiers, les bureaux d'études, la réglementation, le financement. Est-ce que tu as les éléments, Anne-Marie? Oui, c'est que ça a sauté, je remets. Ok, donc on ne voit pas, mais je vais continuer du coup. Donc la difficulté qu'on rencontre, c'est que chaque solution aujourd'hui, qu'elle soit énergétique, technologique ou opérationnelle, en fait, présente des limitations. Donc vous avez un exemple ici de ce qu'il est nécessaire de faire, notamment au niveau des enjeux à terre comme des enjeux en mer, aussi bien sur l'approvisionnement et d'énergie au niveau des infrastructures jusqu'au port et sur les navires. La slide suivante présente des exemples de leviers. Il y a un travail important qui a été fait, alors déjà dans la feuille de route du CSF par les pôles, qui a été repris dans le cadre des travaux qu'on mène dans le cadre de MIT et qui a été aussi synthétisé et repris dans la feuille de route de décarbonation avec la DG en part. On ne voit vraiment pas l'écran, Emmanuel Marie. Je ne sais pas si... On va avoir un souci de... Erwan, est-ce que tu veux peut-être reprendre la main? Est-ce que tu veux reprendre? Je peux prendre la main. Je te mets en organisateur. Excusez-nous pour ce petit problème technique, mais qu'on va résoudre. Voilà, Erwan, normalement, tu es maintenant organisateur et présentateur, donc tu vas pouvoir partager ton écran. Ouais, très bien. Hop là. Est-ce que ça fonctionne? Non, on le voit, c'est bon. Ouais. Oh, ok. Donc, du coup, j'en étais donc à cette transition donc, qui est extrêmement complexe. Un des moyens de le mettre en avant, c'est d'identifier du coup l'ensemble des leviers et de se rendre compte des limites sur chacun de ces leviers. Donc, aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient que un levier individuellement n'arrivera pas à permettre la décarbonation. Alors, sauf dans des cas extrêmes, hein, par exemple la propulsion par le vent, où on peut imaginer qu'un bateau 100% bélique puisse bien sûr être décarboné, à part éventuellement la construction. Mais il y a des contraintes associées sur notamment la disponibilité, les routes, etc., et la régularité. Autrement, il y a de l'efficacité énergétique qui peut être mise en œuvre, qu'elle soit au niveau du design ou des technologies intégrées à bord, soit de l'efficacité énergétique au niveau des opérations, donc comment mieux opérer les bateaux. Les gains, malheureusement, sont relativement limités, même s'ils sont significatifs. Quand on parle de 10-15%, c'est déjà significatif. Il faut les faire, il faut les gagner, mais c'est insuffisant pour atteindre les moins 50, moins 70, voire moins 100% qui vont être demandés par l'ONU.
Donc forcément, il y a des leviers énergétiques qui sont importants avec les biocarburants et les carburants, voire sur certains segments de flotte l'électrification, des options comme la capture de CO2. Et puis si on n'arrive pas à faire tout ça, il va nous rester la réduction de vitesse forcée, donc qui est plutôt classée dans un levier de sobriété. Alors, pour rajouter à la complexité, on a des segments de flotte sur le maritime qui sont extrêmement variés et des gammes de puissance et d'énergie consommées par voyage qui sont tout simplement colossaux. Et on peut comparer, vous voyez, une petite voiture ici, un camion ou les enjeux de l'aérien sur les moyens et longs courriers. On a des gammes de puissance et d'énergie consommées ou soutées dans le véhicule qui sont sur des gammes beaucoup plus larges que l'automobile ou l'aérien. Alors du coup, face à tout ça, il y a deux éléments qui nous semblent fondamentaux dans la démarche de 2050, soutenue par beaucoup de partenaires. C'est tout d'abord la mise en place d'un programme national port et navires zéro émission, qui doit entraîner du coup toute la chaîne de valeur vers des objectifs communs et partagés, qui proposent une vision claire et globale à l'État pour qu'il puisse derrière faire des arbitrages et des choix aussi de financement et de soutien de telle ou telle technologie ou filière. Et puis, compte tenu de cette complexité, on pense que la collaboration est clé et qu'il faut réunir l'ensemble de la chaîne de valeur dans un lieu, dans un endroit qui lui appartient à tous. C'est-à-dire que ce n'est pas MIT, c'est l'ensemble des acteurs qui se retrouvent du coup dans un institut, dans un centre d'expertise pour collaborer à ces différents sujets. Donc, c'est la démarche qu'on porte aujourd'hui. Et parmi ça, c'est vrai que les outils et les données sont des éléments clés. Et c'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui donc le projet CAP 2050, qui est du coup un exemple voilà, emblématique de comment on pourrait accélérer la transition énergétique, la favoriser, aider les acteurs par un partage de données, d'informations, de compétences de l'ensemble de la chaîne de valeur. Excuse-moi, Erwan, je me permets de te couper juste une seconde. Est-ce que tu peux passer en mode projection? C'est demandé par plusieurs parties. Pardon. Est-ce que c'est mieux que comme ça? Non, je pense que tu as dû basculer sur un mode présentateur de ton côté. On voit que le. Alors, on va sur. Ouais, désolé, je crains que le passage effectivement en mode diaporama ne fonctionne pas très bien. Donc, Bon, est-ce que écoutez, vous voilà. voyez quand même mon Oui, écran? on arrive à lire, t'inquiète pas, restons comme ça. Merci. Ok, bon, très bien. Alors, du coup, si on rentre dans le cœur du sujet qui nous anime aujourd'hui, indépendamment de ce contexte-là qu'on vous a présenté de nécessaire collaboration sur la chaîne de valeur, on parle de modèle énergétique. Donc, la notion de modèle énergétique ou de modèle de transition énergétique ou modèle de scénario, c'est quelque chose qui est très vaste et qui nécessite un petit peu de clarification. Donc, ce graphique vous présente du coup en abscisse du coup une échelle de temps qu'on va essayer de représenter par le modèle, et puis en vertical, en ordonnée, un petit peu le niveau de détail qu'on veut représenter. On peut faire un modèle énergétique, je vais commencer par en bas à gauche, sur un équipement. Ça peut être un moteur, une batterie, voilà, qui va permettre en fait d'obtenir des performances énergétiques du système. Pour ça, on utilise des modèles de simulation temporelle, on appelle ça de la CFD par exemple, mais ça peut être d'autres modélisations, donc le Computational Fluid Dynamics en 3D. On va faire par exemple des modèles de combustion au niveau d'un moteur pour savoir quel est le rendement du moteur, quelle est voilà, l'efficacité d'échappement, le design optimal du moteur, etc. Donc pour ça, on utilise des logiciels de mécanique des fluides souvent et de thermique, thermodynamique, avec des éditeurs qui sont précisés ici ou des outils open source comme OpenFOAM. Le problème de ça, c'est qu'on est sur quelques mètres cubes de système et avec des pas de temps extrêmement faibles puisqu'on va modéliser des millisecondes. Donc, on est très, très loin de modéliser une flotte de navires. Donc, pour ça, on va passer par des modèles intermédiaires, des modèles dits moyennés. On va modéliser des phénomènes, du coup, instationnaires avec des modèles, par exemple, à une dimension. Donc, on va simplifier le modèle, on va faire des métamodèles qui vont être capables, du coup, de représenter globalement les sous-systèmes, les équipements. Donc, vous avez aussi d'autres éditeurs classiques, voilà, Ansys, Siemens, etc., qui développent ces outils-là. Vous avez au niveau du navire, du coup, un enjeu qui est de connaître la performance hydrodynamique du navire. Donc, que ce soit au niveau du propulseur, au niveau des interactions du propulseur avec la carène, avec les appendices, la résistance ajoutée dans la houle, etc. Donc là, on est plutôt sur des échelles de temps de la minute, voire quelques heures.
et on doit modéliser du coup les performances hydro- et aérodynamiques du bateau. On utilise à nouveau des outils de CFD qui ont remplacé depuis quelques années ou complété les essais en bassin de carène qui peuvent encore être réalisés dans certains cas. Une fois qu'on a ces deux éléments, donc les sous-modèles donc des équipements et les performances hydro-aérodynamiques, propulseurs, on est capable d'intégrer ça dans un modèle énergétique qui est au niveau du navire. Alors, les précurseurs de cet outil-là, au niveau national, c'est Bureau Veritas qui a développé du coup un logiciel qui s'appelle SICAT, qui est toujours développé par le BV, et IBD Solutions, sa filiale, qui est en charge de réaliser les études avec cet outil d'expertise. C'est basé sur des outils de modélisation, donc comme Simulation X, avec des bibliothèques qui permettent d'assembler l'ensemble des composants. L'école centrale avait travaillé sur une thèse de CIFRE avec BV pour lancer ce développement. Les chantiers atlantiques ont aussi un outil interne qui est issu d'un projet collaboratif réalisé avec le BV. Le CEA, à l'étranger, le Marine a des outils. Et puis, il y a d'innombrables fichiers Excel qui existent aujourd'hui chez les bureaux d'études ou les chantiers qui essayent, avec leur savoir-faire, leur expertise, leur retour d'expérience, de modéliser comme ça le fonctionnement énergétique d'un bateau. Les outils les plus avancés sont modulaires et permettent d'intégrer des profils opérationnels de navire en dynamique et d'avoir des choses plus précises. Avec ces outils-là, du coup, on peut aller jusqu'à la flotte. On peut modéliser du coup la performance d'une flotte et notamment avec des outils d'optimisation, d'allocation de navires sur des routes. On peut faire du routage opérationnel, on peut optimiser pour les gros armateurs qui ont beaucoup de navires. C'est le cas par exemple de CMA-CGM. On va optimiser à la semaine, voire parfois la journée, la route des bateaux pour optimiser l'efficacité énergétique ou la capacité de transport. Alors, une fois qu'on a tout ça, on peut arriver à ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le modèle d'une flotte globale sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'on veut se projeter non pas sur un profil opérationnel, une route de bateau, mais on veut voir comment va évoluer le besoin énergétique ou les modifications qu'on va amener au bateau sur un périmètre qui va être plusieurs dizaines d'années. Alors, ces outils et modèles de transition énergétique, ils ont été développés, par exemple, un des premiers a été développé par CMA-CGM avec Philippe Renaud qui avait développé un premier modèle sous Excel. Et les centres de décarbonation qui existent aujourd'hui dans le monde, il en existe entre 4 et 6 qui sont en train d'être mis en place ou qui sont mis en place, notamment le centre danois de Maersk, ont développé du coup ces modèles de transition énergétique. Ces modèles, ils peuvent être appliqués du coup aussi aux navires seuls. Il n'y a pas besoin de modéliser une flotte complète. Ça peut aussi bien s'appliquer sur une flotte mondiale, une flotte nationale, un segment de flotte, comme un seul navire, en y appliquant du coup des évolutions énergétiques, technologiques. Voilà, donc pour bien recadrer le débat, quand on parle de modélisation énergétique, nous aujourd'hui, on va se positionner du coup sur la partie flotte évolution pluriannuelle. Et il existe plein d'autres outils qui sont indispensables aujourd'hui pour arriver à ce niveau de modélisation. Alors, les fondements de la modélisation, donc c'est une flotte qu'on va modéliser à travers un navire ou une somme de navires sur des profils opérationnels. On va prendre en compte l'ensemble des données qui sont soit fixes, par exemple, un facteur d'émission, ou des paramètres, le mix énergétique, qui sont eux variables, pour permettre de modéliser la variation d'énergie consommée à bord et de fait les émissions. Donc, vous avez un exemple à droite de figure qui vient de l'étude GHG Study de l'ONI 2009, qui est un exemple de présentation de l'ensemble des facteurs qui vont avoir un impact sur les émissions. Derrière, on a une modélisation dite quasi statique, c'est-à-dire qu'on dit que l'énergie ou les émissions à l'année N+1, c'est l'énergie de l'année précédente plus une fonction de l'ensemble des paramètres qu'on a modélisés. On intègre aussi des éléments technico-économiques qui sont indispensables pour les choix et les décisions, notamment financiers, le coût, disponibilité des technologies, de l'énergie, des intrants associés aux hypothèses. L'idée, c'est qu'on va faire des hypothèses et qu'il va falloir les vérifier le mieux possible. Et donc, avec ça, on peut modéliser et comparer différents scénarios. Alors, à quoi ça sert tout ça? Ça sert à définir le meilleur choix énergétique par segment de flotte, comment déployer de façon optimale les différentes solutions technologiques, d'identifier, par exemple, pour les énergéticiens, quels sont les besoins en énergie décarbonée sur un périmètre national ou une zone géographique plus large,
Pour le secteur maritime, les armateurs, ça peut être aussi d'identifier les disponibilités d'énergie qui vont être disponibles, les capacités des chantiers technologiques à adapter les navires, parce que c'est des éléments qui sont intégrés dans la modélisation. Et puis derrière, de savoir quels sont globalement les gains qu'on va pouvoir faire et quelle trajectoire on va pouvoir maintenir par rapport à la réglementation, avec un impact économique qui va être le plus faible possible. Quand on va être amené à intégrer la taxe carbone ou le coût de la baisse de vitesse sur l'exploitation des navires, il y a une balance qui va être clairement faite avec l'investissement sur du rétrofit ou des nouvelles technologies ou un surcoût d'énergie. Alors le Graal de tout ça, c'est le graphique qui est présenté là, qui présente du coup en abscisse les gains de CO2. Donc, plus on est large, plus on a un gain de CO2. Vous voyez, il y a des petites solutions avec une largeur très faible. Et on a en vertical les gains ou les coûts. Quand on est négatif, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent, puisqu'on a fait une économie de carburant pour arriver à une économie d'émissions. Et puis, plus on est haut, plus ça coûte de l'argent. Et donc, l'idée de ces graphiques-là, c'est d'être capable d'identifier du coup par quoi on commence. Et idéalement, on commence par les solutions qui gagnent un peu de CO2 et qui font gagner de l'argent. Et puis, progressivement, on va vers la solution qui coûte les plus chères, avec des gains qui sont variables en CO2. Et une capacité du coup d'adapter les choix par rapport aux objectifs réglementaires. Voilà, tout ça, ça fonctionne si les données sont fiables. Donc, il existe plein d'outils qui ont été développés par les différentes filières. Dans l'aérien, l'ONERA, dans l'automobile, l'IFPEN, l'IRT Systemix, la plateforme automobile, dans les villes, l'IRT Systemix à nouveau, l'ITE Efficacity. Il existe de nombreux modèles aussi globaux. Sachez qu'au niveau national, aujourd'hui, EDF développe avec une équipe R&D dédiée des modèles de transition énergétique sur les mêmes hypothèses que celles qu'on vous a montrées, avec des données du coup, qui sont beaucoup plus liées aux habitations, aux besoins, et dans lequel ils vont intégrer les mobilités, que ce soit l'automobile ou le maritime, sous réserve que le maritime fournisse des données fiables et des modélisations fiables à EDF. C'est la même chose pour RTE. Tout le monde a entendu parler des scénarios RTE pour la définition des enjeux énergétiques globaux. Et puis, au niveau national, Caroline réexpliquera tout à l'heure ce qui se passe aujourd'hui dans les arbitrages énergétiques nationaux. Donc, cet outil-là qu'on a commencé à développer, nous, CAP 2050, il a déjà été un petit peu utilisé, mais il reste encore un grand travail à faire. Je souligne au passage une étude qui a été faite par l'IFPEN et Voies navigables de France, du coup, qui a permis aussi d'initier une démarche très intéressante de modélisation à la fois énergétique, technico-économique, d'analyse d'impact environnemental pour projeter des solutions globales sur la flotte des bateaux fluviaux. Donc, je ne parlerai pas de modèle énergétique en tant que tel, même si c'est une somme de briques qui ont été assemblées par l'IFPEN globalement, et l'IFPEN a des outils de ce type. Et là, c'est vraiment une étude spécifique qui avait été rendue à Voies navigables de France. Et dernier slide avant de laisser la parole à Caroline, du coup, il y a un enjeu important parce qu'il y a des outils qui sont développés au niveau international. Alors, du coup, ces outils-là, c'est des outils de la décision, mais c'est aussi et surtout des outils d'influence. Le centre de Maersk au Danemark, avec à peu près 120 personnes aujourd'hui, 60 personnes en propre et 60 personnes qui sont apportées par les partenaires, travaille aujourd'hui avec une équipe au développement de ces outils-là et à la fiabilisation des données. Les outils et les données, vous savez qu'il y a des grandes variations qui peuvent être faites en fonction du type d'étude et de ce qu'on peut vouloir faire dire aux outils. Et donc, ces outils-là servent aussi à orienter des politiques publiques internationales à travers les résultats des études. Et l'outil de Maersk, là par exemple, est disponible gratuitement. On peut le télécharger en fait en faisant la demande. Et du coup, une fois qu'on a cet outil, on a des résultats qui dépendent de la modélisation et des données qui sont intégrées. Voilà, donc c'est un enjeu à la fois d'aide à la décision locale, mais aussi d'influence internationale. Voilà, et j'en ai fini pour cette introduction. Merci. Je vais passer oui, peut-être que je vais passer les slides du coup pour Caroline. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc, très bien, ouais. Très bien. Donc, la logistique, pour moi, sera très simple parce que je n'ai ni caméra ni slide. Voilà, donc, je vais faciliter le travail de tout le monde.
Donc oui, donc on m'a demandé d'intervenir pour représenter un petit peu l'intérêt de cet outil et ce qu'il nous a apporté actuellement dans le cadre de la feuille de route de décarbonation du maritime. Donc cette feuille de route qui est copilotée par l'ADG AMPA et le cluster. Donc c'est une feuille de route qui a été établie avec tous les acteurs de la filière, hein, qui s'est étalée entre juin 2022 et fin de cette année. Donc le rapport finalisé est sorti très récemment. Et ce rapport est actuellement, va être prochainement transmis officiellement au gouvernement, donc au ministre, au secrétaire d'État à la mer et puis au ministre des Transports, probablement courant mars. Voilà. Donc entre-temps, ce rapport, donc je vais vous parler. Donc on a beaucoup utilisé l'outil de modélisation développé par l'Institut MIT en cours de préfiguration pour établir des scénarios de trajectoire de décarbonation. En fait, on est parti de quasiment rien, donc la tâche était difficile. Il y avait effectivement des feuilles de route déjà établies par les filières, hein, celles notamment du CSF, celles de MIT aussi. Mais le rôle de l'État dans cet exercice était de rassembler les filières et de faire une feuille de route de décarbonation du maritime de la France. Donc, il s'est agi déjà de voir dans quel était le champ d'application de cette feuille de route. Et donc, pour cela, on a essayé de voir quelles étaient déjà les données qui étaient remontées sur le transport maritime. Et nous nous sommes rendus compte que les seules données qu'il y avait sur les émissions des navires provenaient du site EPA. Et que les données du site EPA couvraient en gros les émissions de CO2 des navires qui sautent en France, donc navires étrangers ou français, mais ces données étaient incomplètes. Grâce à l'outil développé, il a été possible de compléter ces données, notamment en prenant en compte le soutage du GNL en France, puisque les émissions de CO2 de ces soutages n'étaient pas prises en compte par le site EPA, voilà, pour des raisons diverses et variées. Donc cela nous a permis déjà d'objectiver un petit peu plus les émissions des navires escalant en France, donc navires français et étrangers, et donc qui représentaient voilà, les émissions françaises maritimes. À partir de cet état-là, nous avons réfléchi donc sur les leviers de décarbonation possibles sur les navires. Donc ces leviers rentrant dans trois domaines, hein, le domaine technique, technologique, donc comment faire pour améliorer l'efficacité des navires, le domaine énergétique, quelle énergie utiliser pour réduire l'empreinte carbone, et ensuite le levier sobriété, donc qu'Erwan vous a présenté, donc qui est principalement la baisse de vitesse. Donc pour analyser l'impact de ces leviers sur la réduction, l'effort de réduction des émissions de CO2, il a fallu justement cet outil de modélisation en faisant bien sûr des approximations sur l'impact de telle ou telle technologie émergente, mais c'est mieux que rien, hein, ça devient de plus en plus fiable. Et donc on a pu être capable, on a été capable d'identifier voilà quelle réduction de CO2 correspondait à tel type de levier. Et ensuite, pouvoir estimer en fonction de la combinaison de leviers qu'on choisissait, donc optimiser la forme de carène, mettre plus une pile à combustible, réduire la vitesse, changer de combustible. Voilà. Donc il a été possible d'identifier la réduction de CO2 sur ces navires. Donc ensuite, à partir de là, il a fallu fixer un peu la trajectoire de décarbonation que nous souhaitions avoir. Est-ce que nous souhaitions avoir une trajectoire, on fait comme d'habitude, on fait rien, donc business as usual. Est-ce que on voulait arriver au net zéro en 2050 ? Donc voilà, ou est-ce que à défaut voilà, d'avoir
pouvoir arriver au net zéro, puisqu'on n'avait pas toutes les données, est-ce qu'on n'applique pas tout simplement les exigences réglementaires qui existent aujourd'hui, donc au travers de celles de l'OMI, donc moins 50% de l'intensité carbone par rapport à celle de 2008 d'ici 2050, et celle de l'Europe avec Fuel maritime, enfin le paquet Fit for 55. Donc nous avons, grâce à ce modèle, imaginé en fait une combinaison de leviers qui nous permettait d'arriver à ces objectifs réglementaires en prenant des choix stratégiques particuliers. Aujourd'hui, donc, nous sommes basés sur un des scénarios imaginés. Donc, nous avons basé 7 scénarios grâce à cet outil de modélisation. Et nous avons pris un scénario ambitieux mais réaliste, donc qui est celui de respecter déjà les exigences internationales qui sont assez importantes. Ce scénario également a considéré une augmentation du transport maritime, puisque c'est les projections que l'organisation maritime continue à avoir sur 2030. Et nous avons aussi analysé la situation au regard des nouvelles énergies qu'il faudrait apporter aux navires pour pouvoir décarboner les navires, donc passer sur du méthanol, du bio-GNL, de l'hydrogène, de l'ammoniac, voilà. Et donc on a identifié un problème de souveraineté, puisqu'on s'est rendu compte que si on ne rapatriait pas un certain nombre de soutages en France, on perdrait notre souveraineté sur notre capacité à avoir accès aux carburants durables. En effet, actuellement, dans le cadre de nos analyses, on s'est rendu compte que seulement un navire sur 5 escalant en France soutait en France. Donc les 4/5e soutaient à l'étranger. On sait que progressivement, il va y avoir une course à la recherche vers les biocarburants, puis une course vers les e-carburants. Il est probable qu'il n'y en ait pas pour tout le monde à moyen terme, et il est probable que les carburants soient réservés aux pays souteurs qui peut-être donneront des préférences à leur flotte contrôlée, ou alors en profiteront pour augmenter leur prix. Donc on a pris pour objectif de rapatrier un certain nombre de soutages en France, et on l'a intégré dans ce modèle. Donc, grâce à cela, nous avons été en mesure de fournir des données de trajectoire de décarbonation et de réduction des émissions de CO2. Alors, heureusement, nous avons eu cet outil, puisque actuellement, même si la feuille de route n'a pas été officiellement transmise au ministre, nous avons déjà des réunions interministérielles organisées par le ministère de la Planification écologique qui étudient toutes les feuilles de route transport. Donc, nous sommes en train d'analyser les efforts de décarbonation du routier, de l'aérien, du fluvial, du ferroviaire. Voilà. Et on parlait d'outils d'influence. Voilà, nous sommes quand même en compétition au sein, en France, entre les différents modes de transport. Et cet outil nous a permis d'objectiver les gains en émissions que nous pourrions avoir en fonction de l'énergie choisie, des technologies choisies. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure, grâce à cet outil, de nous aligner avec les autres modes de transport qui ont déjà des outils existants depuis pas mal de temps, grâce notamment à l'IFEN, à l'ONERA. Et nous sommes en mesure de démontrer que oui, il faudra du biocarburant pour les navires très rapidement. Oui, il faudra passer à du carburant sur les navires, et que voilà, il ne faudra pas oublier le maritime dans les clés de répartition des biocarburants. Donc, les ministres des Transports de la mer se sont réunis en présence de la Première ministre lundi dernier, et vendredi prochain, le secrétariat d'État à la mer va rencontrer en bilatéral Madame la Première ministre pour parler vraiment plus précisément encore de cette trajectoire de décarbonation, en vue d'avoir des arbitrages sur un certain nombre de sujets importants. Donc voilà, nous sommes actuellement dans cette étape, et voilà voilà, donc je voulais apporter mon témoignage, puisque sans cet outil, nous n'aurions pas été capables actuellement de fournir des données fiables, avec
fiabilité raisonnable face aux autres modes de transport que sont l'aviation et le ferroviaire et le routier. Donc j'ai entendu des mots qui sont très importants, c'est travailler ensemble et fiabilisation des données. Donc je pense qu'il est important que nous travaillions tous ensemble, État, filière, pour tenter d'avoir un outil de modélisation qui soit encore plus fiable et encore plus solide, puisque actuellement effectivement c'est une base de données sous Excel, hein, et l'idée c'est quand même d'avoir un outil pérennisé, fiabilisé, et quelle que soit d'ailleurs la personne qui travaillera sur cet outil. Donc puisque si par exemple monsieur Jean-François Sigrist et Erwan Jacquin gagnent au loto Euro Million très prochainement, ils peuvent partir et voilà, on sera peut-être incapable de reprendre cet outil puissant et absolument indispensable. Voilà. Si on vous laissera l'outil, hein, si on gagne au loto, ne t'inquiète pas, Caroline. Donc voilà, c'était ce que je souhaitais dire. La DG en passe soutient cet outil, le secrétariat d'État à la mer aussi, je ne peux pas me tromper, et nous voulons vraiment avoir un outil avec des données beaucoup plus fiables. Donc nous avons besoin de vous, les différents acteurs de la chaîne de valeur, pour échanger vos données, pour qu'on puisse arriver à décarboner le monde maritime, sachant que la feuille de route est une étape. Nous allons continuer sur chaque segment de flotte. Donc actuellement, nous avons déjà commencé à analyser le segment de flotte de la pêche, donc qui n'est pas soumis aux contraintes de l'OMI ou de l'Europe, mais pour lesquelles il est nécessaire actuellement de trouver les solutions les plus optimales pour arriver à des navires de pêche décarbonés. Donc dans ce cadre-là, je pense que nous demanderons également à Jean-François et Erwan de peut-être ajouter un module à leur outil afin d'intégrer éventuellement l'efficacité des engins de pêche, notamment pour les chaluts, puisqu'il y a aussi des efforts technologiques restent à venir pour optimiser la traînée des engins de pêche, pour réduire la dépense énergétique des navires de pêche. Donc après, nous passerons aux autres flottes, hein, les petits navires à passagers, les navires de service, les paquebots, les transporteurs de GNL. Voilà. Le travail est immense et sans cet outil, je pense que nous n'aboutirons pas à un travail coordonné, efficace et suffisamment ambitieux. Voilà, je laisse la parole au prochain. Merci Caroline pour ce témoignage de l'État. Laurent, est-ce que tu nous entends? Très bien. Et nous t'entendons. Donc, nous sommes ravis de t'accueillir. Merci. Donc, Laurent, tu es le directeur des affaires réglementaires et européennes chez LNG. Et tu as aussi contribué à cet outil avec des données. Donc, voilà, quel est ton point de vue d'énergéticien sur les types de données à consolider encore collectivement pour affiner les trajectoires de décarbonation et les trajectoires énergétiques? La parole est à toi. D'abord, je voudrais remercier Caroline Neumann qui vient de s'exprimer. Honnêtement, ça fait plaisir d'avoir un État qui a aussi bien compris les enjeux et sur lequel je ne pouvais pas être plus aligné sur chacun des mots qui a été prononcé et où effectivement c'était une partie du discours que je comptais faire, mais j'ai presque plus besoin de parler. On est parfaitement aligné avec les enjeux, ça a été très clairement dit. Et merci, parce que c'est important, on a absolument besoin du soutien de l'État. Et donc, c'est très important de voir qu'on est parfaitement aligné avec l'État sur les enjeux. Et c'est un point majeur. Alors, je crois que beaucoup a été dit aussi dans les présentations précédentes. Plusieurs dimensions. Donc, nous, en tant qu'énergéticiens, on est focalisé sur un point qui me paraît être un point très lourd, qui est le soutage énergétique. Il faut voir qu'on passe d'une situation où le soutage était pratiquement un non-enjeu. Du fioul lourd, il y en avait partout. C'est un produit qui avait le même prix pratiquement à quelques centimes près de Naples à Amsterdam ou partout ailleurs en Europe, qui se trouve facilement, qui n'avait pas de débat. On change radicalement de monde avec des enjeux et un armateur ou son fournisseur de carburant
se retrouvent courts en carburant décarboné. Et l'État a évoqué effectivement les risques qu'il peut y avoir sur la disponibilité de ces carburants décarbonés. L'armateur va devoir payer des pénalités dans le cadre de fuel EU maritime qui sont à peu près 2 fois le prix du fuel, et le fuel supplier aussi. Donc au total, ça fait 4 fois. C'est absolument punitif, on ne peut pas se permettre de louper ça. Si je devais extrapoler ça pour vous donner un ordre de grandeur de financier, si je prends tout ce que l'économie française consomme en soudage en Europe et qu'on devait se retrouver sans la possibilité de devoir souter en carboné, et ben, à la fin de la période, en 2040-2050, c'est 30 milliards d'euros par an de pénalités au taux des pénalités actuelles. Donc c'est évidemment, ce chiffre n'arrivera jamais, mais c'est vous dire que c'est vraiment un enjeu qui dépasse le maritime. C'est un enjeu qui qui est vraiment un enjeu de compétitivité de l'ensemble de l'économie française. C'est aussi un enjeu énorme pour les ports. C'est très complexe pour les ports de savoir quelles molécules il faut souter. C'est aussi une opportunité extraordinaire pour les ports parce que la France est en avance sur les bioénergies, en particulier sur le biométhane. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est vraiment une situation unique en Europe. Je sors d'un congrès là précédemment. Partout ailleurs en Europe, il n'y a pas de carburant. En France, on est le seul pays avec un potentiel de biométhane qui est à même d'assurer un soutage compétitif dans les ports français. C'est une opportunité extraordinaire pour attirer du trafic dans les ports français. Par contre, il y a une vraie difficulté, ça a été souligné largement, c'est qu'on a besoin d'avoir une vision filière pour faire ça, pour faire ces investissements, parce qu'il y a des investissements très lourds associés, il y a des investissements en termes d'infrastructures de soutage, il y a des investissements en termes de production, il y a des investissements en termes de choix de navires, enfin, on voit bien que c'est toute une filière. Et la décision d'investir est complexe, parce que la décision d'investir, à la fin, c'est l'armateur qui va payer le carburant, et même le client de l'armateur qui va payer le carburant, mais vu de l'armateur, s'engager dès à présent en donnant un plan à l'avance, ça fait un peu partie de ses secrets commerciaux. On voit que c'est très compliqué et ils sont face à une complexité absolument épouvantable et ils doivent eux aussi naviguer au gré des dernières nouvelles et des dernières législations qui changent en permanence. Donc c'est très compliqué pour eux de donner de la visibilité, ce qui veut dire que si on veut que la France aille chercher ces opportunités, il faut que la France soit en situation de pouvoir prendre des risques. Et quand je dis la France, c'est collectivement la filière. Il va falloir investir dans un port pour mettre l'infrastructure avec de la production, avec toute l'infrastructure de soutage, et pas forcément avec le client à la fin qui a déjà signé pour 15 ans sur tous les volumes. Donc ça, c'est quelque chose qui est un vrai challenge pour le système français tel qu'il est structuré aujourd'hui. Par ailleurs, et ça a été souligné par Caroline Neumann, le soutage, c'est un système où il y a beaucoup d'arbitrage et où on peut se faire arbitrer à différents niveaux. On peut se faire arbitrer entre différents secteurs. Le biométhane, il peut être utilisé pour le maritime, il peut être utilisé pour le routier, il peut être utilisé pour l'industrie, il peut être utilisé pour le chauffage, il peut être utilisé pour plein de choses, et tout le monde en veut. Donc, il faut effectivement que le maritime défende sa position. Il est en ça aidé par des réglementations qui sont favorables, qui sont plus claires dans le maritime que dans les autres secteurs, mais néanmoins, cette question d'arbitrage, elle se pose. Il y a aussi un arbitrage au niveau européen. On a évoqué, et Caroline Neumann l'a aussi évoqué, et je le remercie, le fait qu'il y a un vrai intérêt à rapatrier notre soutage. Parce que il y a aussi une compétition entre nous et Amsterdam, par exemple, entre nous et Rotterdam, entre nous et les ports du Nord, entre nous et Barcelone et Gênes, pour savoir où est-ce que la production va être fléchée. Et donc ça,
on voit bien que ces enjeux sont très importants pour la compétitivité du secteur. Aussi, dans les questions un peu d'arbitrage et de compétition, Erwan l'a cité, on n'est pas les seuls à se poser ce type de questions, évidemment. Maersk a été cité. Je peux citer aussi l'UMass de Tristan Smith, qui est un pôle universitaire qui pousse très fort dans une direction et qui présente de manière assez biaisée ces modèles, à mon avis, par exemple, supposant que pratiquement tous les carburants qui ont du carbone sont éliminés, ce qui veut dire qu'ils laissent aux maritimes très généreusement de l'hydrogène et de l'ammoniac, de solutions qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Bon, on peut se dire que ce n'est pas très grave, sauf que quand même dans la compétition qu'il y a là, défendre une vision pour laquelle la France a des atouts, et la France a vraiment des atouts là-dessus, c'est très important au niveau des réglementations européennes, au niveau des réglementations mondiales. Enfin, il y a plein d'enjeux d'arbitrage et on a vraiment besoin d'être bien armé pour réaliser ces arbitrages. Alors, on a fait un premier travail avec les équipes de MID, avec Erwan, avec Jean-François, avec l'État, avec un certain nombre d'entre vous, qui est très prometteur, qui a permis effectivement déjà de poser les enjeux, d'échanger sur ce niveau de compréhension et d'alignement que vous entendez aujourd'hui. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, donc ça a été évoqué, par exemple sur les segments de navires, mais je pense aussi à une approche plus géographique. À la fin, un investissement, une infrastructure, ça va se décider dans un port. Donc il va bien falloir à un moment qu'on raisonne à l'échelle du port pour savoir, on ne va pas prendre les décisions dans le modèle à la place des ports, mais il va bien falloir qu'on dimensionne des infrastructures et qu'on réfléchisse en termes d'investissement, qu'est-ce qu'il faut faire. Il va bien falloir aussi que quand on définit un projet de production en France, on lui donne un exutoire. Quand on importe des molécules, il faut savoir combien on en importe, où est-ce qu'on les importe, quelle est la chaîne logistique qui va avec. Donc, il va falloir qu'on descende en granularité. Ça, c'est un très gros travail et c'est donc très important qu'on ait un modèle et des équipes pour le faire tourner qui soient prêtes à agir. Alors, Engie, je crois qu'il est tout à fait prêt à s'engager là-dessus. Mais un autre point qui a été très fortement souligné par toutes les personnes qui sont présentées, on est face à un problème de filière où il faut que tous les acteurs soient alignés. Donc nous, en tant qu'énergéticiens, on est évidemment super motivés et on considère que c'est un enjeu absolument majeur. Maintenant, on a besoin aussi d'avoir l'ensemble de la filière qui, comme nous tous, on a besoin de travailler vraiment ensemble et de mettre toute la filière ensemble pour pousser, pour s'inscrire dans cette démarche. Et ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup d'informations, encore une fois, commerciales. Donc, il y a des réflexes qui sont compliqués à mettre en commun. Enfin, il y a des travaux en commun qui sont compliqués à faire. Mais c'est très important de le faire. Et on est à 100% pour aider et contribuer, si c'est possible, à cet alignement de la filière. Voilà. Merci beaucoup, Laurent, pour ce témoignage. Et puis ces mots très positifs aussi, parce que effectivement, en France, on a quand même des acteurs leaders à tous les niveaux de la chaîne de valeur, et notamment dans nos ports, avec cet enjeu de production, de stockage, de distribution des multiples énergies demain. Tant que tu avais la parole, Agnès Garçon posait une question. Le biométhane ne sera-t-il pas capté par la filière agricole qui doit aussi se décarboner? Alors, la filière agricole, au contraire, la filière agricole, effectivement, elle a une possibilité, grâce au biométhane, de produire un carburant décarboné. La filière agricole elle-même, ce n'est pas les tracteurs agricoles qui vont consommer le biométhane produit. Heureusement, la productivité d'un site de méthanisation est bien supérieure à ce qui est capable de consommer localement l'agriculture. En fait, là-dessus, il y a une synergie qui est beaucoup plus forte. On a la chance, de par notre géographie, la puissance de notre agriculture,
d'avoir un potentiel de biométhane tout à fait exceptionnel, qui a des vraies externalités positives côté agricole, je pourrais revenir, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui, et qui permet, encore une fois, hein, c'est tellement important quand je le vois, toute l'Europe, tous les armateurs sont face à un défi incroyable. Ils ont besoin de se décarboner, ils ont besoin de quantités énormes. Erwan avait cité quelques chiffres en termes de réacteurs nucléaires, de ce que représentent les e-fuels. C'est juste gigantesque et il y a de la compétition dans tous les secteurs. On a en France une situation unique, encore une fois, où on a beaucoup plus de biométhane que le besoin du maritime et que le besoin même de la mobilité en règle générale. Donc on sait servir la mobilité, si on s'en donne l'ambition et les moyens, on sait en France servir la mobilité avec du biométhane. Et ça, c'est un argument, mais tellement fort pour rapatrier du trafic, de la souveraineté, de la compétitivité dans l'économie française. Il ne faut surtout pas louper cette opportunité. Merci Laurent. Alors après ces deux témoignages, on va repasser à la présentation du modèle. Peut-être revenir sur deux commentaires qui ont été faits dans le chat avec une question. Est-ce que l'éco-conception est bien intégrée dans les paramètres du modèle? Première question. Et puis après, deuxième question, est-ce qu'il y a eu des hypothèses de développement du commerce maritime mondial qui ont été intégrées aussi dans cet outil? Avant que vous ne présentiez le projet en détail. Erwan, Jean-François, je vous laisse répondre à ces deux questions. Ouais, donc sur l'éco-conception, effectivement, c'est un élément important. Le GICAN, dans le cadre de la feuille de route, a apporté des éléments qu'on a intégrés dans le modèle. En fonction des types de navires, des segments de flotte, il y a un impact à la construction des constructions qui est extrêmement variable. Ça peut être moins d'1% sur un gros navire de transport international, comme ça peut être énormément sur un voilier qui utilise très peu d'énergie fossile. Voilà. Donc, du coup, il y a un besoin d'études. Il y a déjà des choses qui avaient été initiées au niveau national par certains bureaux d'études, mais il faut à nouveau aller plus loin. On a, je considère aujourd'hui, pas de données ultra fiables. Il y a des projets qui ont été initiés par l'ENSM avec Naval Group et qui n'ont pas vu le jour à ce stade. Et dans le projet CAP, on a bien un module qui est lié à l'estimation de l'impact ACV d'un cycle de vie à la construction et au démantèlement. Voilà, donc la réponse, elle est oui, mais avec des données assez peu fiables, et donc il faut qu'on aille plus loin. Et sur la partie yacht, ça répond aussi à ce que disait Caroline, c'est qu'il y a une feuille de route très globale aujourd'hui qui a été gérée, avec une difficulté d'avoir une flotte moyenne sur des segments de flotte moyens, et il y a un vrai travail qui est hyper, on va dire, chronophage, qui est de rentrer maintenant dans chaque segment de flotte. Et plus on va vouloir affiner, on va dire, les trajectoires par segment de flotte, plus on va devoir travailler précisément et intégrer des éléments spécifiques dans le modèle et fiabiliser les données associées. Donc, tant qu'on reste macro, on peut s'autoriser quelques incertitudes parce que globalement, on est à 10-20% près. Mais dès qu'on va vouloir raffiner un peu plus pour des questions d'aide à la décision sur des flottes données, il va falloir être beaucoup plus précis. Alors, ce qui permet aussi là, de répondre un peu et de faire le lien avec deux commentaires, l'un sur la flotte de pêche et l'autre sur un case study, c'est tout l'enjeu aussi de ce projet CAP 2050. C'est avoir des collectifs par case study pour pouvoir consolider les jeux de données. C'est ça qui va permettre d'utiliser pleinement l'outil. Donc Remove, comme l'a Amaré, comme l'a précisé Geoffroy Lacoin de Marinelec, qui a équipé en économètre analytique des navires de pêche. C'est un programme porté par la coopération maritime avec Total Energy en obligé. Donc il y a eu plus de 190 navires de pêche qui ont été équipés. Donc ça fait partie de ces jeux de données. Donc là, il faut avoir accès à ces données, il faut ce jeu collectif, il faut ensuite que ce soit mis dans la machine avec des autour de référentiels partagés, etc. Et bien évidemment, là, la suite avec Remove va permettre d'aller plus loin dans d'autres types de navires. Et c'est ça qui va répondre, Martial, Claude-Pierre, à votre question sur le case study, c'est l'application de l'outil. Donc, c'est aussi un des enjeux de ce webinaire, c'est en vous présentant la démarche à l'ensemble des différents armateurs, des différents utilisateurs, des différents fournisseurs de solutions. C'est grâce à un consortium enrichi qu'on va pouvoir consolider les données et faire des case studies extrêmement précis et passer donc du macro au micro.
Erwan, Jean-François, la suite, donc pour présenter un peu justement ce projet, hein, comment il s'est déployé jusqu'ici et quelles sont les évolutions attendues, avec en particulier le rôle de l'IRT Systemix avec Abdelkrim qui vous suivra. La parole est à vous. Ouais, très bien. Donc, bon, on a présenté vraiment du coup les enjeux voilà, liés à la nécessité de disposer d'un tel modèle. Et donc, s'il y a un projet qui est en cours de mise en place, qui s'appelle CAP 2050, qui a pour objectif, du coup, assez simplement, de partager, de fiabiliser toutes les données liées à la transition énergétique, qu'elles soient techniques, économiques, environnementales, réglementaires, regrouper ça dans un outil. En général, les outils numériques, ça permet de fiabiliser, en tout cas de concentrer ces données et d'assurer une certaine pérennité. Quand vous avez un fichier Excel qui se balade, on ne sait plus, etc. Donc, avoir des vraies bases de données bien propres, avec une procédure qualité associée à ces données, une traçabilité des sources, de l'incertitude qui peut être gérée aussi autour de ces données, puisqu'il y a des données qui sont extrêmement variables en fonction des sources. Donc, quand il y a trop d'incertitude, éventuellement aller chercher des données spécifiques ou faire des études spécifiques. Donc, tout ça, c'est ce qui est prévu dans la partie fiabilisation de données. Et puis, le deuxième grand objectif, c'est donc de développer spécifiquement le modèle. Aujourd'hui, on est sur une base du coup Excel. On vous fera une démonstration rapide avec Jean-François. Et à nouveau, pour des questions de maintenabilité, d'évolutivité, de capacité à traiter différents segments de flotte, à intégrer des scénarios complexes, à intégrer de l'incertitude, c'est des choses qui sont pas gérables tout simplement sous Excel. C'est pas souhaitable. Et donc là, on s'est rapproché en fait des centres de recherche les plus compétents sur ces sujets et les laboratoires pour essayer de voir comment on pouvait construire un outil et puis que ça sorte quelque part d'un développement un peu unipersonnel avec quelques acteurs à quelque chose qui est pérennisé, comme disait Caroline tout à l'heure, à travers des équipes de recherche qui vont pouvoir vraiment travailler sur du long terme sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un outil qui va être cœur pour la démarche de MIT, mais à nouveau, MIT, c'est pas MIT en tant que tel, MIT, c'est tout le monde, c'est tous ensemble, et donc c'est bien les centres de recherche qui vont apporter du coup une expertise pour développer l'outil. Les industriels, dans des règles de confidentialité à définir, vont apporter des données avec différents niveaux de précision en fonction de la confidentialité associée, et ça permettra d'avoir du coup quelque chose de bénéfique pour tout le monde. À propos de ces bénéfices, du coup, ce qu'on a identifié, après c'est bien sûr chaque acteur qui verra l'intérêt à titre personnel, c'est qu'en mutualisant l'ensemble de ces travaux, qui sont aujourd'hui réalisés globalement par tout le monde, on va gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je pense que dans tous les armateurs ou tous les chantiers, tous les équipementiers aujourd'hui ont mis en place des personnes pour travailler sur mais c'est quoi les analyses de cycle de vie des différentes énergies, mais c'est quoi les besoins, mais c'est quoi les disponibilités, comment évolue la réglementation, comment est-ce qu'on modélise tel ou tel impact. Donc du coup, si on se dit tiens, on pourrait peut-être faire ça ensemble, on gagnera sûrement beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Le développement d'un outil de référence aussi reconnu par les acteurs publics et privés, c'est important, ça a été précisé aussi par Caroline. Cet outil-là, il est utilisé aujourd'hui pour des arbitrages de l'État face à d'autres mobilités. Si l'outil n'est pas fiabilisé, n'est pas reconnu, ça devient plus délicat. Parce que du coup, ce qui en sort n'est pas crédible. Donc, être capable d'avoir un outil de référence permettra de faire des arbitrages basé sur des éléments précis. L'autre élément, c'est du coup d'être capable de présenter, comme le disait Laurent Hamou, des scénarios qui sont adaptés aux enjeux nationaux pour être capable d'avoir une influence internationale. Si une solution A est plutôt favorable aux industriels français et une solution B plus favorable aux industriels danois, s'il n'y a que le centre danois qui présente des études, des modélisations, des scénarios aux instances réglementaires, à l'Europe, à l'OMI, il est assez évident de savoir quelle solution va être privilégiée dans un cadre réglementaire ou fiscal. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop naïf là-dessus. Donc, un outil mutualisé, reconnu au niveau international à travers des publications est un moyen d'influence au niveau international. Et puis,
En dernier lieu ou en premier lieu, c'est en étant partenaire de ce projet-là, vous avez accès à des données fiabilisées dans un travail du coup mutualisé et à l'accès aussi aux outils, à l'outil de modélisation pour vos besoins propres, d'aide à la décision, d'optimisation, de choix, sans avoir à porter un développement et le coût d'un développement d'un outil. S'il y a 20 partenaires qui cofinancent un tel outil, le coût sera divisé par 20 et on vous montrera aussi que grâce aujourd'hui à l'IRT Systemix, on est capable d'aller au-delà avec un apport en compétences de l'IRT Systemix qui va nous faire aller plus vite dans le développement d'outils et un cofinancement public grâce au dispositif que peut mobiliser l'IRT. Jean-François, du coup, oui, pardon. Oui, justement, là, il y a une question qui a été posée, peut-être pour bien clarifier ce que tu viens de dire. Hein, une version test de l'outil sera-t-elle mise à disposition des acteurs? Il y a vraiment deux types d'accès. Il y aura des données grand public, mais il y a des données, des éléments qui seront réservés aux partenaires du consortium. Alors voilà, l'idée qu'on porte aujourd'hui, c'est que, ça a été expliqué par Laurent, on marche sur des œufs avec un tel outil, puisque d'un côté, il y a des données qui peuvent être jugées comme confidentielles par certains acteurs. À quelle date je vais sortir une pile à combustible de telle puissance suivant telle technologie? Voilà, on peut considérer que ça peut être confidentiel. Après, on peut aller chercher cette information aussi dans la littérature. Donc ça, c'est des choses qui sont du coup moins confidentielles ou dans des brochures commerciales sous réserve qu'on y croit. Donc il y a une nécessité de traiter la confidentialité pour que les partenaires du projet se sentent en sécurité et que tous ensemble, en faisant un effort de partage, il y a un bénéfice global pour l'ensemble. Donc c'est ça l'objectif même du projet. Donc ça, c'est géré dans un accord de consortium suivant des règles de propriété intellectuelle, dont l'IRT Systemix a l'habitude de gérer, puisqu'Abdelkrim nous présentera ça. Il gère aujourd'hui des projets avec des multiples partenaires et ils savent gérer ces éléments-là. Et puis des éléments qui seront spécifiques au projet, au fait qu'il y a des partages qui vont être associés à ça. Donc pour avoir accès aux données, il faut être partenaire du projet. Pour avoir accès à l'outil et à son usage, il faudra être partenaire du projet. Donc, ça, c'est un premier élément. Et puis, on avait prévu aussi, je ne sais pas si dans le budget, ça dépendra des financements qu'on arrivera à obtenir, de faire un outil plus ouvert, qui soit basé sur des données qui soient plus larges et non confidentielles, et qui permettrait, voilà, sur une plateforme, comme ça a été fait pour la plateforme T2EM, d'avoir accès à un outil simplifié dans une démarche de vulgarisation pour voilà, des gens qui vont s'intéresser au sujet et qui voudraient manipuler un outil simplifié pour voir les grandes masses et les grands enjeux. Jean-François, tu peux peut-être nous expliquer là, ce qui a été fait du coup sur cette première version? Oui, bien sûr, oui. Alors, effectivement, donc, comme il a été rappelé, on a développé une première version d'un outil qui, même s'il a donné, qui produit des résultats satisfaisants, notamment comme le rappelait Caroline Neumann tout à l'heure, rencontre néanmoins un certain nombre de limites par rapport aux besoins plus larges qui seraient à satisfaire au sein de la filière, notamment pour accompagner les prises de décision, pour démontrer l'intérêt de technologies, de déploiement de certaines technologies et évaluer les gains qui en résulteraient. Alors, comme Erwan l'a rappelé, l'outil qu'on a commencé à développer est un outil finalement relativement frustre, entre guillemets, même si derrière la théorie mathématique est bien établie. Aujourd'hui, il est à même de traiter finalement une flotte décrite de manière globale et moyenne. Et ça fournit donc des ordres de grandeur tout à fait réalistes sur des investissements à consentir ou des besoins énergétiques à anticiper. Maintenant, si on veut aller plus loin et être plus proche de questions opérationnelles qui peuvent se poser au sein de la filière, chez vous les armateurs, logisticiens, ports, etc., on va devoir passer à un modèle un petit peu plus élaboré. Alors, élaboré sur différents points. Le premier, c'est de travailler à une segmentation, à raisonner par segment de flotte et par usage. Et là, aujourd'hui, avec
le développement qu'on a choisi dans l'environnement Excel, c'est pas facile d'avoir ce niveau de description plus fin. Et donc, il nous faudra un outil beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus adaptable que celui qui a été développé. Un deuxième aspect, et Laurent Hamou en a parlé tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, dans cette approche globale, on a été capable d'évaluer les besoins énergétiques, on va dire, du maritime national, mais de façon globale, sans prendre en compte des besoins plus spécifiques, notamment leur étalement plus précis dans le temps et surtout la disponibilité de cette énergie dans l'espace, donc de la régionaliser. Donc, ça sera un second point sur lequel on souhaite améliorer l'outil et qui est nécessaire si on veut répondre de façon pertinente aux questions qui se posent et faire de cet outil un outil utile d'aide à la décision pour tous les acteurs de la filière. Enfin, on a sur le plan scientifique à améliorer justement en raison de cette segmentation, cette adaptation de l'outil à différents types de navires. On doit améliorer ce qu'on appelle la matrice de compatibilité entre finalement les solutions de décarbonation qui peuvent être disponibles sur le marché et leur usage sur tel ou tel segment de flotte. Donc, il y a un travail d'analyse plus conséquent et de modélisation plus conséquent à accomplir, en même temps que de modéliser également plus finement un certain nombre de ces leviers et des gains qui peuvent être attendus. On peut penser par exemple à la propulsion vélique et à la manière dont on pourrait se déployer utilement sur différents types de navires. Voilà, évaluer plus spécifiquement à l'aide de modèles plus proches de la physique ou plus proches de la technologie, les gains qu'on pourrait escompter. Donc tout ça, ça ne sera pas possible de le faire au sein de l'environnement qu'on a retenu pour ce modèle global. Hein. Et comme vous le voyez, vous allez le voir tout à l'heure avec la démonstration qu'on va en faire, qui fournit quand même des données intéressantes hein, sur le respect ou non de la réglementation, sur l'estimation des besoins en énergie et leur répartition par type d'énergie ou par origine d'énergie, également les gains qu'on peut attendre et la manière dont chacun des leviers y contribue. Donc, cet outil répond à ce type de besoin, mais si on veut donc aller plus loin, il faudra développer un outil plus polyvalent, entre guillemets, également plus professionnel, au sens où il soit utilisable plus largement. Et donc là, on travaillera dans le cadre du projet. Erwan, peut-être on fait la deuxième slide pour terminer, puis Ouais, peut-être qu'on présente l'outil tel qu'il est aujourd'hui, puis la dernière slide, on va laisser Abdelkrim. Donc l'outil se présente sous forme d'un ensemble d'onglets qui permettent donc de modéliser les différents leviers, on va dire, de décarbonation. Et il présente un certain nombre de paramètres, donc qui sont l'ensemble des paramètres, comme on vous avait dit, qui ont une influence sur du coup la décarbonation, et puis des variables qui permettent de définir des scénarios. Donc, on a par exemple ici toute une partie qui est liée à la croissance. C'était une des questions tout à l'heure aussi qui a été posée dans le chat. On peut modéliser du coup de la croissance de flotte, et c'est d'ailleurs le levier numéro 1, vous le verrez, sur l'impact. C'est-à-dire que quand on met 1,5 ou 2% de croissance, à 2050, on a doublé tout simplement les besoins énergétiques. Donc, c'est un élément essentiel qui est intégré dans la modélisation. On peut intégrer aussi, par exemple, la compensation des pertes de volume liées au changement d'énergie. Les nouvelles énergies vont prendre plus de place à bord des bateaux, a priori, ou compenser la perte de vitesse en rajoutant des nouveaux navires, en conservant donc les quantités transportées. On a des hypothèses du coup sur l'évolution des mix énergétiques avec une propagation en construction neuve ou en rétrofit des solutions. Et puis, on a un tas de paramètres qui vont être liés à des gains qu'on va faire sur des bateaux en construction neuve, à l'intégration de la propulsion par le vent, d'intégration de solutions de capture, de rétrofit, d'efficacité opérationnelle, etc., de réduction de vitesse. Donc, tout ça, c'est intégré du coup à travers un certain nombre d'onglets. Voilà, je vous passe les détails, mais ce sont des onglets qui font des multiplications matricielles sous Excel, ce qui est un petit peu dommage.
Et on en arrive du coup à un tableau de bord qui est présenté ici. Là, on a un scénario mondial. Donc les scénarios nationaux sont réservés pour la feuille de route et les présentations ministérielles qui ont lieu en ce moment. Donc on vous présente là un scénario fictif mais probable national, où on a à peu près aujourd'hui, pardon, international, mondialement, on a à peu près 3000 TWh d'énergie aujourd'hui consommée fossile par la flotte, et des évolutions. Là, on a un mix, par exemple, qui baisse le fossile. On baisse donc globalement fossile. Le LNG est converti en bio-LNG puis en e-méthane. Et puis, on a l'apparition de méthanol et d'hydrogène, d'ammoniac et l'électrification d'une partie des petits navires. Donc ça, c'est un scénario, vous voyez la synthèse globalement. On a ici un résumé de tous les gains qui ont été appliqués en termes d'efficacité opérationnelle ou technologique. On mesure aussi les impacts de la baisse des volumes transportés. C'est-à-dire que là, on a une hypothèse où on va conserver les volumes, mais on peut très bien dire qu'on ne souhaite plus conserver les volumes liés à la baisse de vitesse. Donc, on ne renouvellera pas la flotte, on baisse la vitesse uniquement. Et dans ce cadre-là, en fait, on a un petit indicateur à droite qui nous donne la part du transport maritime par rapport à une base de 80% initialement qui était prévue, enfin qui existe aujourd'hui au niveau européen ou national. Et puis, on a une multiplication des besoins énergétiques si ce transport maritime était reporté sur du routier ou de l'aérien. 80% routier, 20% aérien. Et donc, vous voyez que cette hypothèse-là, en fait, on baisse là de 15%, je crois, la vitesse, 20% la vitesse des bateaux. On le reporte sur le routier et l'aérien et on multiplie par 2, au final, les besoins énergétiques pour transporter les matières qui ont été identifiées aujourd'hui. Donc, tout ça, on essaye d'intégrer du macroéconomique aussi. On travaille avec l'ISEMAR, notamment, sur essayer de comprendre un peu ces enjeux globaux et on essaie de les modéliser pour que les choix technologiques énergétiques ne soient pas décorrélés d'éléments économiques. À la fin, on a ici les émissions de CO2. Vous voyez 3 types de graphiques. Les émissions absolues en well-to-wake avec des variations par rapport à 2022. On a des courbes GIEC, par exemple, en carré rouge qui correspondent à une tendance 2 degrés avant de passer à une hypothèse de 1,5 degré. Et puis en vert, la trajectoire de notre scénario et en pointillé si on ne faisait rien. En objectif OMI, aujourd'hui, globaux, c'est moins 50%, sachant qu'il y a des discussions en cours pour baisser cette barre. Et puis, on a intégré aussi l'intensité carbone de l'énergie et l'intensité carbone au niveau des navires, donc des grammes de CO2 par mégajoule ou par tonne kilomètre, en essayant de le scénario que je vous présente, respecte Fuel Europe et l'OMI à peu de choses près. Et derrière, on a une vision des besoins énergétiques associés, l'énergie consommée par la flotte, les besoins d'énergie primaire, que ce soit pour produire du coup alors les biocarburants en termes d'intrants ou les e-carburants ou électrifier les navires à quai, qui est aussi une option qui est intégrée dans le modèle. Là, les coûts derrière sont relativement faux là, dans ce qui est présenté là, puisque les chiffres qui ont été mis au niveau mondial ne correspondent pas. Mais on est capable de calculer un coût basé sur un coût d'énergie, un coût de rétrofit, un coût de taxe carbone pour arriver à des estimations de coûts. Et à la fin, on a une vision du coup de la consommation à bord des navires, comment elle évolue et par quel levier en fait elle est impactée. Là, par exemple, la consommation en 2050 va être d'abord augmentée de l'ordre de 60% par la croissance de 1,5% annuel qui est modélisée dans le modèle. Le changement d'énergie ne va quasiment rien faire sur la consommation. Les gains de rendement liés aux piles à combustible, l'électricité, là, sont relativement mineurs. Et par contre, ce sont les innovations technologiques et la réduction de vitesse qui vont apporter à peu près respectivement 35 et 40% chacune. Malheureusement, dans le modèle, vous voyez que ça vient juste compenser à peine la croissance de la flotte. Donc, ça reste une difficulté. Et puis, par contre, les réductions des émissions, elles, vont être largement dominées par le changement d'énergie. Ce qui est logique puisque dans notre modèle, on va intégrer là massivement du biocarburant et du e-carburant. Et donc, c'est bien ce levier qui va baisser le CO2 une fois que les émissions auront été, la consommation, aura été réduite. Donc voilà, donc c'est un exemple de modèle.
Et on va revenir du coup sur la présentation. Hop là, pardon, pas sur le bon. Voilà, et puis Jean-François, si tu peux expliquer ce qui est prévu du coup en termes de développement rapidement, et après on laisse la parole à Abdelkrim du coup pour l'IRT Systemix. Alors justement, on a conçu un projet collaboratif, puisque comme on l'a rappelé, hein, le sujet de la modélisation de la décarbonation est quelque chose de complexe et qui nécessite de travailler avec les meilleurs experts, des gens qui ont déjà des compétences sur le sujet. Donc pour aller plus loin que ce que nous avons développé là dans le cadre de l'Institut MIT. Et donc on a conçu un projet collaboratif qui va avoir comme objectif de développer un outil avancé. Et avec ça, 5 sous-objectifs sous-jacents qui sont associés à 5 grands work packages. Donc, vous avez la structuration du projet qui est présentée à droite. Premièrement, il va nous falloir consolider les données qui alimentent le modèle. Comme il a été rappelé par différents intervenants précédents, on a besoin d'affiner la connaissance et les caractéristiques donc des différents leviers de décarbonation et donc de disposer de données les plus fiables possibles pour faire dire au modèle, accomplir des prédictions qui soient les plus intéressantes et les plus pertinentes possibles. Comme je l'ai rappelé précédemment, il y a un autre enjeu qui va être d'améliorer la modélisation sous-jacente. Donc, c'est mettre un petit peu plus de physique, de technologie derrière finalement les valeurs retenues et les modélisations retenues pour estimer ses besoins en énergie, ses émissions, etc. Étendre les fonctionnalités de l'outil simplifié hein, aujourd'hui sous Excel qui existe, hein, on l'a dit en particulier dans sa capacité à adresser une plus grande variété de flottes. Une flotte au niveau national, une flotte d'un armateur, voire un seul navire, et travailler sur leur profil opérationnel et sur les besoins en énergie de ces flottes, notamment en termes régionaux. Approfondir les analyses, les types d'analyses et suivant différents critères. Sans rentrer dans les détails, mais pour vous dire qu'un tel modèle, il peut être utilisé finalement de 2 façons. La première, c'est en marche avant, c'est-à-dire on a des données, on fait des hypothèses sur la disponibilité de nouvelles énergies, sur des performances possibles par des nouveaux systèmes qui vont permettre de réduire les émissions ou la consommation, et on constate en sortie de modèle quels sont les effets qu'on observe sur la consommation ou sur les émissions. Mais on peut aussi travailler en marche arrière et en se fixant un objectif qui serait un objectif partagé par la filière, un armateur ou autre, et se fixer un objectif de décarbonation et en fonction de différentes contraintes, savoir quel type de technologie utiliser. Donc, aller vers cette possibilité finalement d'optimiser ou de définir des trajectoires dans le différent champ des possibles, c'est aussi des nouvelles fonctionnalités qui vont demander un petit peu plus de programmation mathématique que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça nous permettra d'approfondir les analyses qui pourront être réalisées avec ce modèle. Et puis le projet, il aura également pour but de disséminer les connaissances, justement parmi le consortium projet finalement de manière aussi beaucoup plus large au sein de la filière. Donc voilà les 5 lots de travail de ce projet vont répondre à ces objectifs. Globalement, les résultats qu'on attend de ce projet, ils sont de 3 ordres. D'abord, justement, une base de données fiabilisée sur la transition, partageable dans la mesure de ce que peut prévoir l'accord de consortium, comme le rappelait Erwan tout à l'heure. Également, cet outil de modélisation accessible aux partenaires du projet, puis plus largement aussi via des modalités à définir au sein de la filière, avec différentes versions de cet outil, une version qui pourrait être disponible par exemple sur une plateforme Internet, qui pourrait être disponible, utilisée en dur, comme un outil numérique, voilà, comme d'autres outils numériques, et puis tout un corpus documentaire donc, qui associé à cet outil.
Alors, pour ce projet collaboratif, auquel on vous propose également qu'on vous propose de rejoindre, le cas échéant, on souhaite travailler avec une équipe scientifique qui dispose des compétences dont on a besoin pour répondre à ces 5 objectifs précités. D'abord, le projet, on veut le conduire au sein d'une entité qui est finalement a déjà travaillé sur de tels modèles, ou en tout cas pour des usages équivalents bénéfices d'autres filières, et qui connaît les enjeux de développement d'un outil numérique destiné à de larges utilisateurs. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec l'IRT System X et de s'appuyer sur des compétences et des expertises qui sont nées finalement de des entités reconnues sur les questions d'architecture navale, sur les questions d'énergie, sur les questions de transition et d'exploitation de données propres au maritime. Et donc, donc on a retenu les partenaires en particulier, l'École centrale de Nantes, l'IFPEN, le CEA et un certain nombre de partenaires start-up qui pourront travailler à l'analyse et à l'exploitation des données. Et bien sûr, les équipes du futur Institut MIT 2050 pour orchestrer l'ensemble de ce projet. Donc voilà, c'est un projet ambitieux et qui est pensé et conçu pour bénéficier à l'ensemble de la filière. Merci Jean-François. Je propose de laisser maintenant peut-être Erwan. Oui. Juste avant, il y avait une petite question là sur les sorties du modèle. Au-delà de l'Excel, comment vous voyez aussi la visualisation de résultats et notamment là, est-ce qu'il y a des versions 3D pour mieux comprendre les scénarios qui sortent? Voilà, au-delà de l'Excel. Alors, il y a un vrai challenge effectivement sur la data visualization, on va dire au sens large. C'est comment représenter à la fin toute cette masse de données, la rendre accessible. Donc, ça fait partie aussi des travaux qui sont prévus dans le projet. C'est pour ça qu'on s'entoure aussi d'experts hein, comme les gens de l'IRT System X et Abdelkrim pourra du coup compléter, je pense, ma réponse. Et ben voilà, Abdelkrim, tu t'es connecté, c'est à toi. Merci d'être parmi nous. Bonjour à tous. Je faisais effectivement un petit test avant de rentrer sur scène. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Abdelkrim Doufal, je suis directeur stratégie et programme de l'IRT System X. Du coup, l'équipe MIT 2050, lorsqu'ils nous ont sollicité pour voir est-ce qu'on pourrait vous accompagner afin de produire ce qui est attendu dans le cadre de ce projet. Donc, nous avons répondu favorablement. Pourquoi? Parce que ce projet rentre bien dans la feuille de route de l'Institut et les compétences que nous avons, donc, notre positionnement de l'écosystème fait que nous avons a priori les compétences et les capacités pour pouvoir vous accompagner les acteurs de la filière. IRT System X dans un institut de recherche technologique, nous sommes une fondation de recherche à but non lucratif et nous avons aussi, on doit retenir une phrase sur notre mission. Notre mission est d'opérer des projets de recherche collaborative dans lesquels il y a des partenaires industriels, des académiques, des fois il y a des institutionnels pour accompagner les partenaires du projet ou des programmes dans leur transformation digitale. Nous avons une compétence majeure qui est la modélisation, l'assimilation pour l'aide à la décision. Donc, toutes les problématiques que vous avez évoquées, la plateforme, la visualisation, le traitement de la donnée, les modèles prédictifs, les modèles d'apprentissage, la simulation, what if scénario, les différentes stratégies de simulation, d'affichage des résultats des simulations, du choix de l'information à présenter, à simuler. Tout ça fait partie des connaissances propres de l'IRT, mais nous avons aussi bien évidemment des partenaires académiques avec qui nous travaillons pour adresser les différentes problématiques identifiées dans différents projets. Et aujourd'hui, dans ce projet CAP, on a déjà des partenaires industriels avec qui nous avons échangé pour imaginer les complémentarités nécessaires afin de réussir ce projet. Nous avons une centaine de partenaires académiques partenaires industriels, une trentaine de partenaires académiques un peu partout en France, mais aussi à l'international. Donc, nous sommes aussi présents au niveau des projets européens, des collaborations à l'international.
notamment avec Singapour, avec le Japon, avec le Canada sur différents sujets. Et les logos que vous voyez sur cette slide sont les logos des membres fondateurs de l'Institut. Mais nous avons, bien évidemment, au-delà de ces partenaires, d'autres partenaires. Une slide est prévue pour donner un aperçu. Ouais. Bon, du coup, pour rester juste sur la slide 26, voilà. En fait, vous voyez sur cette slide les secteurs applicatifs adressés par les projets de l'IRT systémique. On traite beaucoup de problématiques en lien avec les systèmes autonomes, transport autonome, mobilité, y compris la logistique, défense et sécurité, industrie du futur, environnement et développement durable. Et les 8 domaines scientifiques et techniques qui sont à l'intérieur du cadre, donc tout ce qui est sciences de données et IA, IHM, interface homme-machine, calcul scientifique, optimisation y compris recherche opérationnelle, ingénierie système, sûreté de fonctionnement, cybersécurité, blockchain, IoT, réseau du futur, font partie des domaines scientifiques et techniques de l'Institut de Systemix. Et peut-être, au lieu de rentrer dans le détail de chaque sujet, on pourrait peut-être illustrer comment l'IRT pourrait accompagner les partenaires de CAP 2050 en donnant des exemples. Nous avons travaillé en 2022, par exemple, avec la filière hydrogène, France Hydrogène, l'association qui fédère les acteurs de la filière hydrogène, et la PFA, qui est le CSF automobile, plateforme France Automobile. Donc, nous avons travaillé avec eux pour produire une plateforme de modélisation, de simulation, de scénarios de déploiement de la mobilité routière à base d'hydrogène. Donc, on a pas mal travaillé avec ces deux entités pour finalement produire des résultats qui sont aujourd'hui utilisés, qui ont alimenté les rapports de France Hydrogène, qui ont été aussi présentés au niveau du CNH, le Conseil national de l'hydrogène, qui était partie prenante dans la définition des attentes de ce projet. Nous avons aussi travaillé avec des territoires au niveau de la région Île-de-France, notamment l'agglomération Paris-Saclay, avec qui nous avons travaillé pour produire ce qu'on appelle le Decarbonated City. C'est une plateforme numérique, le géonumérique du territoire de Paris-Saclay, pour pouvoir jouer différents scénarios énergétiques, de transition énergétique, notamment l'exploitation des réseaux de chaleur au niveau du territoire, comment on pourrait les exploiter au mieux pour répondre à un certain nombre d'usages. Donc, il y a bien ces deux couches qu'on les traitons, ou ces deux parties que nous traitons dans nos projets, à la fois la modélisation de la demande, la prédiction de la demande, les demandes synthétiques sur un certain nombre d'usages, notamment la mobilité, par exemple la logistique, mais aussi la partie comment gérer la production, comment répondre à cette demande en optimisant le choix des meilleures solutions pour répondre à ces attentes ou à ces demandes, avec les perspectives bien évidemment d'évolution dans le temps. Donc il y a bien les dimensions spatio-temporelles, mais aussi technologiques, réglementaires et économiques, qui font partie des dimensions que nous essayons de faire en sortir et avoir un niveau d'agrégation, d'abstraction permettant de choisir finalement la bonne information à présenter, à qui, pourquoi, quand. Voilà, donc ça fait partie aussi de l'exercice, ça fait partie aussi des sujets sur lesquels nous pensons pouvoir aider CAP 2050. Cette slide, c'est juste pour vous donner, disons, un aperçu sur les projets ou les programmes de l'IRT systémique. Je pourrais illustrer par des exemples. Peut-être vous avez entendu parler d'un collectif qui s'appelle Confiance AI. Donc, c'est un programme qui est opéré par l'IRT systémique. C'est un programme dans lequel il y a la filière navale, notamment Naval Group, mais les filières énergie avec Air Liquide, avec aussi SNCF, pardon, pas SNCF, Airbus, Safran, Thales, Soprasteria et plein d'autres acteurs industriels. C'est un programme de 45 millions sur 4 ans, cofinancé par des fonds d'investissement d'avenir, des programmes d'investissement d'avenir, mais aussi du monde des filières de confiance, dans un programme dans lequel on s'intéresse à l'IA de confiance, comment concevoir et valider des systèmes critiques qui embarquent de l'IA. Donc, c'est un exemple de programme, donc 45 millions, 15 partenaires du consortium de base et plus une trentaine de partenaires indirects dans le projet. Nous avons, dans le cadre de ce projet, lancé des appels à manifestation d'intérêt à destination d'académiques, de start-up, etc.
Donc, c'est un programme complexe, mais c'est un peu ça aussi la valeur ajoutée de l'Institut, c'est d'opérer des projets complexes dans lesquels plusieurs filières sont représentées. Là, je voulais juste donner des exemples de projets. Et puis, il y a d'autres sujets sur lesquels on commence à travailler, notamment la décarbonation du transport fluvial. Donc, on a été sollicité par des acteurs du Grand Est pour les aider à modéliser un certain nombre de scénarios, notamment l'utilisation des biogaz pour le transport fluvial et dans des zones de distribution de logistique, des hubs logistiques dans la région. Et pas mal de projets en lien en tout cas avec les problématiques partagées dans ce projet CAP. La slide suivante, c'est juste, voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'IRT systémique, nous avons des modalités de collaboration de type Boost, grosso modo, c'est des prestations R&D. Le projet Advance, c'est plus fédérer des acteurs académiques pour pouvoir les faire travailler sur des problématiques d'intérêt industriel, parce que nous sommes un institut tiré par les cas d'usage de nos partenaires industriels. Et les projets Improve, c'est les projets dans lesquels il y a industriels et académiques pour travailler ensemble sur des problématiques d'intérêt commun. Et la dernière slide, avant de rendre la main du coup à Erwan, c'est juste la liste de nos partenaires. Donc nous travaillons à la fois avec des industriels, des académiques. Nos travaux alimentent des stratégies nationales, notamment sur le transport autonome, sur l'énergie, sur l'hydrogène, entre autres. Et pour Systemic, ça pourrait être une belle opportunité de continuer à chercher l'impact avec vous dans le cadre de ce projet CAP 2050. Merci Abdelkrim. Ce que tu peux peut-être aussi préciser, c'est en fait l'IRT est à la fois un centre de compétences donc, qui a été positionné du coup dans ses créations. Hein, parce qu'il y a plusieurs IRT en France, l'IRT Jules Verne notamment sur la partie aussi fabrication de grands ensembles. Ces IRT du coup ont aussi une capacité de mobiliser des financements du PIA sous réserve que les projets soient dans la feuille de route et de qualité par rapport à voilà, une sélection que vous opérez au sein de l'IRT. Et donc, il y a un atout majeur, c'est-à-dire que les contributions privées, en fait, peuvent être globalement doublées avec un apport du coup, financier sur le PIA géré par l'IRT Systemics. Tout à fait. Donc, en fait, l'IRT Systemics fait partie d'un réseau d'IRT, d'autres IRT, avec qui nous travaillons d'ailleurs. On a pas mal de projets communs parce que chacun dans son périmètre d'expertise. Systemique, c'est plutôt sur la dimension transition, transformation digitale, mais nous travaillons avec les autres IRT dans différents projets collaboratifs pour que chacun puisse apporter ses contributions à son niveau dans l'intérêt général et l'intérêt de nos partenaires industriels. Donc effectivement, les IRT peuvent abonder, si on arrive à sécuriser en tout cas des financements industriels, l'IRT Systemics pourra abonder à hauteur de 66% du budget de la part des industriels. Autrement dit, si on arrive à sécuriser, je donne un exemple, 1,2 million de financement industriel, l'IRT pourra compléter jusqu'à 800 cas. Donc, ça fera un budget de 2 millions au total. Donc, c'est un budget qui va servir à financer les activités du projet. Donc, 800 cas sur 2 millions, ça fait 40% du budget global. Et les 1,2 million des financements industriels va faire 60%. Et ce budget global, du coup, va financer à la fois les activités des personnes qui vont contribuer à la réalisation des activités du projet. Ça pourrait être des salariés de Systemic, ça pourrait être des partenaires académiques, ça pourrait être des startups ou des sous-traitants, si on fait appel à des sous-traitants. Et aussi les achats de différents matériels nécessaires pour la réalisation du projet. Après, l'objectif, en tout cas, la finalité principale, bien évidemment, de ce type de projet, c'est d'arriver à produire quelque chose utile pour les différents acteurs, que chacun se retrouve. Et pour que chacun se retrouve, il est important aussi ce qui nous partage ses attentes, ses besoins, ses objectifs. Et c'est à partir de là qu'on pourra consolider l'annexe technique, qui était déjà pas mal, puisque vous l'avez travaillé en partant des interviews que vous avez eues avec les différentes parties prenantes. Donc, et effectivement, le projet pourrait être cofinancé par l'IRT, sous condition que le projet soit dans la feuille de route de l'Institut. Nous avons un comité d'orientation des programmes qui nous challenge. Donc, nous avons eu l'opportunité de présenter ce projet avec Erwan à notre comité d'orientation des programmes, qui nous a donné son go pour monter le projet.
Et si on arrive avec toutes les conditions nécessaires pour lancer le projet, on va le représenter ensemble à Erwan. Et j'espère, en tout cas, moi, je suis confiant que le projet tel qu'il a été co-construit avec vous devrait a priori être un beau projet et on ne devrait pas avoir a priori de difficultés insurmontables pour pouvoir le lancer à l'IRT System X. Très bien. Merci beaucoup Abdelkrim pour tout ça. Merci. Alors, avant la conclusion, nous allons prendre deux, trois petites questions là en 5 minutes. Alors, on en a pris au fil de discussion et si certaines n'auront pas été traitées à la fin du séminaire, on pourra toujours compléter. Vous aurez des adresses, l'adresse mail aussi pour nous contacter sur le projet pour toute question liée au partenariat et peut-être au fonds. Sur les deux questions, émissions qui sont prises en compte, well to wake pour la première question. Cycle de vie aussi, donc on prend en compte l'éco-conception, mais est-ce qu'on prend aussi la fin de vie? Est-ce que c'est important pour l'État? Alors, comme tu l'avais dit, Erwan, hein, le GICAN travaille aussi au chantier vert à l'analyse complète de la conception du navire jusqu'à son démantèlement. Donc, est-ce que ça c'est pris en compte dans l'outil? Ces deux premières questions pour répondre avant peut-être une autre si on a le temps. Alors oui, on s'est basé effectivement sur des facteurs d'émission les plus contraignants, donc en well to wake, en CO2 équivalent. Donc c'est Fuel Europe qui typiquement a des données les plus fiables. Après, il y a des variations assez fortes sur les biocarburants, donc c'est des choses qu'il faut qu'on travaille aussi avec tous les acteurs. Et concernant l'analyse de cycle de vie sur la partie construction, démantèlement, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, il y a aujourd'hui un module extrêmement simple qui est intégré dans l'outil. Et il faut à tout prix fiabiliser les données, donc faire un travail à la fois sur des projets qui ont été menés dans le passé, voir ce qui manque, compléter et alimenter cette fonctionnalité de l'outil. Très bien. Une petite question aussi sur le coût de rétrofit. Vous avez un témoignage? Emmanuel, je vais compléter la réponse d'Erwan. Jean-François. Ouais. Mon micro a été coupé, désolé. C'est là où, comme le disait Erwan, on aura aussi besoin de un peu l'ensemble de la filière et des expertises pour consolider ce module d'analyse de cycle de vie pour lequel qu'on pourra intégrer au modèle. Donc, la vision large et systémique sur la filière sera. Très bien. Alors, il y a une autre question, tu y as déjà un petit peu répondu, hein, mais sur un retour d'expérience là sur les coûts de rétrofit assez prohibitifs sur les énergies alternatives et versus coût du carbone, en fait, hein, la balance qui penchera en fonction de l'un et de l'autre. Donc, le coût du carbone est aussi intégré à l'outil avec l'évolution du marché carbone, le système ETS. Oui, complètement. Donc, c'est bien là la question, hein, c'est que le coût d'aujourd'hui ne sera pas le coût de demain. Les arbitrages et les bénéfices de telle ou telle solution dépendront des évolutions de la réglementation, de la taxe, du coût de l'énergie, etc. Donc, c'est extrêmement complexe et c'est bien pour ça qu'il faut un outil de modélisation avec les incertitudes qui seront toujours inhérentes à la fiabilité des données. Mais au moins, on a une capacité de se projeter et d'arbitrer à travers des hypothèses qui ont été faites. Donc, c'est bien là l'intérêt de l'outil, c'est de l'alimenter avec ce genre de retour d'expérience. Et aussi de capturer les décisions interdépendantes, qui est important. Oui, exactement. Alors, pour finir dans les temps, je vous propose de passer à la conclusion, hein, Erwan, pour que tu puisses résumer les grands messages clés à la fois du projet et de ce qui vous est proposé. Voilà, en vous remerciant encore une fois de votre participation et de votre attention. Voilà, donc pour conclure en 2 minutes, donc les outils de modélisation de trajectoire et la fiabilisation des données donc, sont des éléments clés essentiels pour mieux appréhender la difficulté des transitions énergétiques et environnementales du maritime, mais au sens large de toutes les industries et toutes les mobilités, et spécifiquement du maritime avec une complexité de technologie, d'énergie, de puissance, de segments de flotte qui est particulièrement complexe. C'est un outil d'aide à la décision opérationnel pour les armateurs, les chantiers, les bureaux d'études, les énergéticiens. C'est vraiment un outil qui sert au quotidien après dans des arbitrages, comme ça a été expliqué par Martial. On peut modéliser un rétrofit et comparer après derrière les coûts, avantages, bénéfices par rapport à des hypothèses qui ont été intégrées.
C'est un outil d'influence au niveau international, donc ne soyons pas naïfs, c'est bien ces outils-là qui vont permettre d'orienter les politiques publiques et réglementaires dans les années à venir. Et donc, on considère de notre point de vue que la France ne peut pas ne pas avoir un outil de référence et qu'il faut à tout prix le développer avec une base solide scientifique, des industriels qui soutiennent la démarche. Et plus l'outil sera utilisé et bénéficiera de l'expertise de tous, plus il sera reconnu, fort et donc c'est bien ce que vise le projet. Il y a aujourd'hui une quinzaine de partenaires industriels qui se sont mobilisés, qui nous ont du coup envoyé des lettres d'engagement financières, qui ont confirmé leurs contributions, des contributions à la fois financières mais aussi techniques par des apports d'expertise et de données. Donc ces deux éléments sont essentiels à la réussite du projet. Il est encore temps de rejoindre le consortium. On voulait laisser un peu les choses ouvertes avant de clore le projet en étant sûr qu'on adresse bien l'ensemble de la filière. Et donc, c'était l'objectif du webinaire qui a été relayé par ADF et les pôles. Donc, il est encore temps de rejoindre le consortium. Si vous souhaitez participer à ce projet-là, donc vous pouvez contacter Emmanuel-Marie Peton. Et donc, d'ici quelques semaines, on va clore on va dire l'appel à financement du projet et lancer le projet, comme ça a été expliqué, avec le support de l'IRT Systemix et des partenaires. Voilà, donc merci à tous pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers Emmanuel-Marie. Vous avez son adresse mail qui est présente ici. Voilà. Frédéric, c'est bon, Emmanuel-Marie? C'est bon, on est dans les temps. Et Frédéric, comme tu nous as accueillis avec cet outil GoToWebinar, merci encore à toi, à Karine, que l'on ne voit pas et qui est en coulisses. Merci à tous de ces informations et de cette présentation extrêmement intéressante. J'espère qu'elle aura su motiver l'écosystème. Comme vous l'avez compris, on a besoin des inputs de tout le monde. Donc, le plus il y aura de propositions et de souhaits de participation, le plus efficace sera ce projet. Vous avez compris dans les explications de Caroline l'importance qu'il peut avoir au niveau national. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne journée, à bientôt. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir.